Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Très attendu sur son positionnement à moins d'un an des présidentielles, Idrissa Seck se détourne du régime en place. Le leader du parti Rewmi et non moins président du Conseil économique, social et environnemental a annoncé sa candidature aux élections de février 2024. Déclaration faite dans son fief natal à Thiès. Le procès en appel d'Ousmane Sonko prévu ce 17 avril fait réagir ses alliés face à la presse. Birame Souleye Diop et ses camarades dénoncent une justice aux ordres. Ils avertissent le pouvoir quant à l'inéluctabilité de la candidature de leur leader. Après une brève accalmie, les travailleurs des collectivités territoriales reprennent leur grève. Date annoncée les 24 et 25 avril prochains. Ils exigent une revalorisation de leur salaire. Et puis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cadre d'échange autour de l'islam soufi et du rôle des confréries au Sénégal. Un débat organisé en collaboration avec Youssou Ndour, Head Office, initiateur du Festival Salam. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité politique pour ouvrir ce journal. Idrissa Seck est candidat à la présidentielle de février 2024, à la fois président du parti Rewmi et non moins président du Conseil économique, social et environnemental. Seck a finalement tenu sa conférence de presse tant attendue ce vendredi. Conférence de presse au cours de laquelle l'ancien Premier ministre a affirmé que le président Macky Sall n'avait pas droit à un troisième mandat. Compte rendu avec Cheikh Anta Diop et Saïla Tir. Est-ce que Idrissa Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024? Personne ne peut imaginer une élection présidentielle au Sénégal sans Idrissa Seck comme candidat. C'est juste pour vous dire que je suis bel et bien candidat en 2024, si Dieu le veut. Quant au président sortant, il ne peut pas se représenter, c'est déjà clair. Et c'est le Conseil constitutionnel qui devra trancher. Mais avant cela, il faut écouter le professeur Serigne Diop, qui est un éminent constitutionnaliste. Il a déclaré que Macky Sall ne peut pas se représenter pour une troisième candidature. C'est impossible. Rien ni personne ne peut empêcher Ousmane Sonko d'être candidat en 2024. C'est l'avis de ses camarades et frères de parti. Birame Souleye Diop et ses camarades ont fait face à la presse ce matin. Ils qualifient d'instrumentalisation de la justice avec le délai fixé pour le procès en appel. Le procès donc qui doit se tenir le 17 avril prochain. Le groupe Yewwi Askan Wi n'apprécie pas non plus la réponse de la Cour suprême après saisine sur le délai retenu pour la révision exceptionnelle des listes électorales. Le point, c'est avec Al-Hassan et Jafaraba. Le procès en appel du leader du PASTEF fixé au lundi 17 avril et qui se tient en même temps que celui des députés du PUR fait réagir le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Birame Souleye et compagnie disent ne pas comprendre cet empressement. Ils restent convaincus qu'il s'agit d'une tentative d'élimination de leur candidat à la présidentielle de 2024. Nous dénonçons fortement l'instrumentalisation de la justice pour mettre hors course nos collègues députés Massata Samb et Mamadou Niang, également pour essayer d'écarter le président Ousmane Sonko. Qu'il sache que Ousmane Sonko sera candidat. Et nous n'allons pas accepter que la justice se transforme en premier filtre pour le parrainage. Sur un autre sujet, celui de la révision exceptionnelle des listes électorales, il juge inconcevable le délai et regrette la réponse faite par la Cour suprême après saisine. On a été donc au juge des référés qui a répondu sur tout sauf sur cela en nous disant que le décret, on ne peut pas invoquer le décret de 2016. On n'a pas parlé de décret, on a parlé d'une jurisprudence et du bon vouloir parce que la révision exceptionnelle est accordée au président de la République. Et on nous dit notre requête a été rejetée pour des motifs qui n'ont rien à voir avec nous, les arguments que nous avons posés sur la table, les considérations que nous avons posées sur la table. Et le juge des référés n'a pas pris le soin de motiver sérieusement et rigoureusement sa réponse. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi se réjouit du travail abattu à l'Assemblée nationale, mais dit prendre acte de la vacance de la présidence de l'institution parlementaire déjà notifiée au Conseil constitutionnel. Sur ces 62 questions écrites,
nous n'avons reçu que 18 réponses. Également, nous avons déposé sur la table du gouvernement 30 questions orales. Jusqu'à là, nous n'avons obtenu aucune réponse. Maintenant, pour éviter d'étaler au grand jour leur incompétence, ils ont décidé de bloquer l'Assemblée nationale et de ne pas fixer dans l'ordre du jour les séances réservées aux questions orales et questions d'actualité. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour demander, à partir des constatations que nous avons faites, de constater la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale. Yewwi Askan Wi invite le peuple à se mobiliser, à résister sur le dossier Prodac. Il rappelle avoir déposé des plaintes contre le ministre Mamba Ignan et promettent de tout faire pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il demande également la libération de tous les détenus politiques. Encadrés par la police malgré un nombre réduit de manifestants, ils ont tenu à marcher du rond-point Liberté au rond-point G2. Eux, ce sont les chauffeurs du port autonome de Dakar qui veulent mettre un terme à la précarité de leurs conditions de travail, des conditions difficiles pointées du doigt par ces travailleurs qui, au fil des ans, ont fini par en vouloir à la direction générale de l'entreprise, rester silencieuse face à leurs nombreuses revendications. Habib Faye et Nabidjan signent ce reportage. Comme pour dire que la détermination vaut plus que le nombre de manifestations. Pour ces chauffeurs du port, l'envie de se faire entendre est primordiale. Voici pourquoi ils ont marché du rond-point Liberté 5 au rond-point G2. Ils réclament de bonnes conditions de travail. Parce qu'ils ne bénéficient pas de protection sociale, ce qui est très grave pour les travailleurs. Ils ne bénéficient ni de protection sociale et ils font des heures énormes. Droit des travailleurs, c'est la protection sociale intégrale des travailleurs, mais aussi la promotion du dialogue social. Mais juridiquement, ce type de contrat conclut au type de contrat à durée indéterminée. Ces professionnels du transport fustigent ce qu'ils appellent mutisme du directeur du port et du ministre du Travail. Concerne ce manquement-là au niveau des travailleurs, c'est les institutions comme l'inspection du travail et les tribunaux du travail qui sont chargés de faire exécuter la loi. Autre manquement noté par ces chauffeurs reste le temps qu'a pris le préfet de Dakar avant de délivrer l'autorisation de la marche, avant d'annoncer d'autres stratégies de lutte. C'est à cause du préfet de Dakar que le nombre de manifestations est réduit. Nous sommes plus de 500 membres dans l'association des conducteurs du port. Le préfet a tardivement délivré l'autorisation de marche. Néanmoins, nous préconisons d'autres méthodes de lutte, dont la grève. Après une manifestation avortée, les chauffeurs du port ont investi la rue ce vendredi pour revendiquer leurs droits pour de meilleures conditions de travail. Un autre mouvement d'humeur dans ce journal, il s'agit de la grève des travailleurs des collectivités territoriales les 24 et 25 avril prochains. Après une brève accalmie, ces agents comptent manifester à nouveau pour réclamer leur augmentation salariale. Face à la presse, ils interpellent les dirigeants du Trésor public et dénoncent le peu de considération accordée à leurs revendications. Les détails avec Fatou Bintou Conté. Après d'âpres luttes, les travailleurs des collectivités territoriales ont vu leur salaire revu à la hausse. Mais le paiement de cette augmentation salariale, actuellement au niveau des mairies, fait défaut. Le respect du principe de la jurisprudence, nous demandons aux exécutifs locaux de procéder à ces paiements compte tenu du fait que nous avons des informations qui attestent que certaines collectivités territoriales ont commencé à payer et que d'autres qui avaient intégré ces augmentations se sont vus refuser le paiement par les receveurs percepteurs municipaux dont ils dépendent. En effet, les percepteurs municipaux refusent de procéder au paiement. Le paradoxe aujourd'hui est de constater que des maires ou présidents de conseil départemental, ordonnateurs de leur propre budget et qui ont donné leur accord pour procéder au paiement de ces augmentations ont reçu le refus catégorique des receveurs percepteurs municipaux. Fait que l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales déplore et interpelle le directeur général du Trésor public. Fort de ce constat et tout en le déplorant, l'intersyndicale interpelle le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique d'intervenir dans ce dossier pour instruire ces derniers à se conformer aux dispositions pertinentes
de l'article 29 du Code des collectivités territoriales. Mais aussi l'État, via le Premier ministre, pour son accompagnement aux mairies qui sont dans l'impossibilité de procéder au paiement. L'intersyndicale interpelle le Premier ministre pour son implication et l'accompagnement de l'État afin de permettre à ces braves travailleurs des collectivités territoriales de bénéficier de ces augmentations au même titre que leurs homologues de l'État. Tout compte fait, le 24 et le 25 avril prochain, les travailleurs des collectivités territoriales vont déterrer la hache de guerre avec une grève de 48 heures. 24 avril et le mardi 25 avril, nous allons observer 48 heures de grève. Une grève d'avertissement. Si on n'a pas gain de cause, on va évaluer le 26 et reprendre la semaine qui suit et nous allons vers 72 heures de grève. Parlons consommation avec l'augmentation des forfaits mobiles Orange dénoncée en interne au sein même de la boîte par l'intersyndicale des travailleurs. Ces derniers ont décidé de se ranger derrière les clients et viennent d'ailleurs de déposer un préavis de grève. Une grève pour, disent-ils, fustiger une stratégie de plus en plus capitaliste développée par le géant de la téléphonie en complicité avec la direction générale de Sonatel, mais aussi l'État du Sénégal. Résumé de leur conférence de presse avec Fatima Touré et Lamine Diagne. La Sonatel est sous le feu des critiques. Après la campagne de boycott des services d'Orange, aujourd'hui c'est au tour de l'intersyndicale des travailleurs de la boîte de s'insurger. Elle pointe un doigt accusateur sur la direction générale et dénonce une stratégie trop capitaliste. Nous nous battons en interne depuis plusieurs années pour justement fustiger cette stratégie capitaliste de Sonatel. Et nous pensons que cette stratégie qui est menée n'a qu'un seul point d'ordre, de satisfaire l'actionnaire principal qui est Orange France Télécom et l'État. Une entreprise dont le chiffre d'affaires avoisine des milliards, le personnel et les clients doivent y trouver leur compte selon l'intersyndicale qui interpelle l'État. Cette Sonatel, elle est sénégalaise parce qu'à 27%, elle est détenue par le capital de l'État. Donc dire à nos clients, aux Sénégalais, que cette entreprise doit être une fierté pour nous, que nous devons nous battre pour la porter haut. Et pour cela également, nous appelons l'État, le conseil d'administration, à avoir une ouverture à ce que nous puissions aller vers une croissance externe. Parce que la volonté du personnel aujourd'hui, c'est de faire rayonner le Sénégal à travers plusieurs autres pays, comme nous sommes actuellement au Mali, en Sierra Leone et dans les Guinées. Pour les syndicalistes, la gestion calamiteuse de la boîte doit être revue. Tout le sens du préavis de grève déjà déposé. Et nous pensons qu'il faudrait que les Sénégalais sachent que nous nous battons pour eux. Nous nous battons pour que cette Sonatel reste sénégalaise, reste africaine. Nous nous battons pour refuser l'emprise de Orange France Télécom. Et pour cela, les actions que nous allons pouvoir mener à l'endroit des Sénégalais, à l'endroit du personnel et autres pour revendiquer notre liberté, ce sera la grève et tout autre moyen légal que nous aurons à faire. À rappeler que l'intersyndicale va tenir son assemblée générale mardi prochain. Nous parvenir, Bassirou Diomaye Faye, membre du bureau politique de PASTEF, serait activement recherché par les éléments de la division des investigations criminelles. Les policiers ont effectué une descente inopinée dans son domicile à Dakar ce vendredi, selon des informations relayées par Sénéweb. Mais Bassirou Diomaye Faye aurait pris la poudre d'escampette avant l'arrivée des hommes du commissaire Adramé Sarr. D'après une source, il reste à ce moment introuvable. Les policiers mènent d'intenses investigations pour mettre la main sur ce proche d'Ousmane Sonko qui aurait tenu des propos outrageants à l'endroit des magistrats. Suite à cette sortie de Bassirou Diomaye Faye, le procureur de la République a activé cette unité d'élite de la police nationale pour l'ouverture d'une enquête. Pour rappel, selon Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko avait jusqu'au 29 avril 2023 pour interjeter appel. Et bien que ce délai soit toujours en cours, des magistrats ont décidé de juger le leader du PASTEF avant l'expiration de ce délai, faisant fi ainsi de ce que la loi lui permet.
Lutte contre le trafic de migrants. L'antenne de la division nationale de lutte contre ce trafic a été inaugurée aujourd'hui dans la vieille ville à Saint-Louis pour faire face aux convoyeurs et candidats très actifs dans la zone nord. Nous écoutons à ce sujet les explications du commissaire Bakary Faye, chef de la division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées à la police de l'air et des frontières. Il s'exprime au micro de Seynou Diop. Oui, le choix de Saint-Louis n'est pas fortuit parce que ce qui connaît Saint-Louis, c'est que c'est une zone de départ très importante et le fait d'y ériger une antenne permettra de réduire nos délais d'intervention et d'être beaucoup plus opérationnel. Et au-delà de Saint-Louis, cette antenne, c'est une antenne régionale qui a une compétence jusque dans la région de Louga et qui, au-delà de la lutte contre le trafic de migrants par voie maritime, va bien entendu s'occuper du trafic illicite de migrants par voie aérienne, qui va concerner plus la région de Louga, qui est une zone pourvoyeur de candidats à la migration. C'est l'occasion pour moi d'inviter la population, surtout de Saint-Louis et environ, à collaborer avec l'antenne de la DNLT de Saint-Louis, parce que c'est seulement avec leur collaboration qu'on pourra atteindre nos objectifs. Pour l'annoncer en titre, le rôle de l'islam soufi et des confréries au Sénégal, thème d'un débat en prélude à la célébration du festival Salam. Ce débat, abrité par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été animé par d'éminents professeurs. Il a été organisé en collaboration avec Youssou Ndour, Head Office, initiateur du festival Salam. Le point avec Pape Faragning et Aline Diagne. Une rencontre de près de 2 tours d'horloge qui a permis d'échanger sur le rôle de l'islam soufi et des confréries religieuses dans la consolidation d'une société de paix et de concorde au Sénégal. L'une des particularités de la religion dans nos sous-régions, on le sait, c'est le soufisme. Et réfléchir ce matin sur la place du soufisme, ses bienfaits, son aspect positif dans la consolidation de la paix et dans la consolidation de la démocratie, de la stabilité économique et politique, est nécessairement un sujet à la fois pertinent, mais un sujet qui intéresse l'université. Un thème qui vient à son heure, où tout le monde parle de paix, d'harmonisation, de compréhension, parce que je considère toujours que la différence des choix, des sectes, des religions, des confréries n'est pas un obstacle, plutôt une richesse. Le système des confréries, une véritable forme de cohésion sociale, un modèle de réussite à consolider et exporter dans le monde. C'est un thème d'actualité. Aujourd'hui, avec la crise des valeurs que l'on note, il faut qu'on réunisse des sommités dans un panel pour alerter l'opinion. Le festival Salam, un véritable levier qui favorise la diplomatie religieuse à travers sa diversité. Je pense que cette fierté africaine-là, c'est une fierté d'avoir eu au Sénégal des érudits comme Omar Foutiyou, Seydi Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Baye Niasse, Mame Limamou Laye, entre autres. Aujourd'hui, notre rôle est de faire parvenir le message de paix au monde entier. Passer en revue l'histoire des confréries soufis et leur implication dans la vie éducative, sociale et politique du Sénégal était l'objet d'un débat de haute facture entre brillants professeurs dans le cadre du cycle des grandes conférences de l'UCAD en collaboration avec Youssou Ndour Head Office. Une occasion pour démontrer l'approche des confréries dans le pays. Et face à la crise des valeurs et les tensions notées au sein de l'espace politique, la cité religieuse de Medina Baye lance la chaîne de télé Medina Baye TV. Il s'agit pour les initiateurs de véhiculer les enseignements de Cheikh Ibrahima Niasse et de relayer le message de l'islam, qui est un message de paix et de cohésion sociale. Une cérémonie de levée de fonds est prévue dimanche. Ce sera au Grand Théâtre en présence du Khalif général Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahima Niasse. Ahmadou Samb est membre du comité de pilotage. Il nous en dit plus au micro d'Alassane Bar. Il viendra le dimanche 16 avril prochain au Grand Théâtre sous la présidence effective du Khalif Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahima Niasse.
La raison d'être de cette télévision est de relayer le message de la communauté de Cheikh Ibrahim Niass, qui est le message d'un islam de paix et de progrès. C'est un message dont le monde a particulièrement besoin. Nous vivons dans un monde, comme vous le voyez, particulièrement tourmenté, marqué par des violences, par des conflits entre confessions parfois. Et tout ceci, nous estimons que va totalement à l'encontre du message de l'islam, qui est un message de paix, de vivre ensemble, de coexistence pacifique. Et cette télévision va se donner pour mission de relayer ce message-là. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les humains à venir nous appuyer dans cette initiative. À présent, nous allons à la découverte de la galerie La Symphonie des Arts nichés sur l'île de Ngor. Elle abrite, cette galerie, la collection d'un passionné d'art africain et asiatique. Celle-ci est très hétéroclite avec des objets de 27 pays différents, dont de nombreux qui proviennent d'Afrique, Gabon, Mali, Kenya, Burkina Faso, mais aussi d'Asie et d'Océanie. Il s'agit d'un grand choix de statues, masques, tableaux, meubles et autres objets de décoration. Et Ibou Diouf l'a visité pour nous regarder. Long du continent de sa terre ferme, au fond de ces ruelles de l'île de Ngor se cache un trésor à la fois culturel et contemporain. Une riche collection témoin d'une histoire et d'un savoir-faire ancestral. Nous sommes à la galerie La Symphonie des Arts. Parce que ça représente en fait plusieurs objets qui viennent de presque partout dans le monde. Et plusieurs proviennent d'Afrique. On a plus de 3000 pièces venant de pays différents, de plus de 27 pays. On a des sculptures, on a des masques, on a des bronzes. On a aussi des meubles qui nous viennent du Maroc, Fès et des poteries aussi, qui sont représentés aussi ici dans cette galerie. Une initiative de Michel Montesinos, une collection d'objets d'art ethniques issus de 4 coins du monde. On a des œuvres qui viennent du Kenya, du Burkina. On a aussi les têtes Benapolo, qui sont des statues qui sont magnifiques, qui sont des trompe-œil comme on appelle. C'est comme des bronzes. Mais la matière qui a servi à construire ces statues, l'artiste, il n'a jamais donné son secret. Ici, chacun de ces trésors fait écho à l'histoire d'une ethnie et témoigne d'innombrables rites authentiques. Au Sénégal, on constate que les gens, ils ne sont pas trop dans l'art. On utilise les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour communiquer là-dessus, pour montrer aux Sénégalais et au public qui ne connaissent pas encore, pour les faire découvrir le monde de l'art. Récemment, on avait exposé à la Galerie nationale de Dakar. Et actuellement aussi, on a une expo pour faire voir nos pièces. On voyage à travers les cultures et les âges. 3000 pièces d'Afrique et d'ailleurs, avec en total de 27 pays fièrement représentés. Allez, le sport à présent. Et nous reparlons de la bagarre qui a opposé Sadio Mané à Leroy Sané dans le vestiaire du Bayern de Munich. Le président de l'Association internationale de la presse sportive en Afrique condamne l'attitude des dirigeants du Bayern qui, selon lui, veulent faire de l'attaquant du Sénégal le coupable alors qu'il est la principale victime dans cette affaire. Abdoulaye Cham dénonce par la même occasion la cabale de la presse allemande envers le champion d'Afrique. Selon lui, Sadio Mané mérite d'être soutenu dans ces moments difficiles. Je propose de l'écouter, il est avec Chérif Dia. Je crois qu'il y a une cabale, ce n'est pas un mot très fort. On lit ce que Bild écrit, on lit ce que Sky écrit. Et quelque chose qui s'est passé dans les vestiaires. Aujourd'hui, nous, journalistes sénégalais, qu'est-ce que nous avons? On ne fait que reprendre ce que Bild a écrit. Et on a tous appris ça à l'école. Celui qui te donne une information a un intérêt direct ou indirect. Qui a intérêt aujourd'hui dans cette affaire-là à incriminer Sadio Mané? C'est peut-être les Allemands parce qu'il est en conflit contre un Allemand. Il n'est pas en conflit contre un Sénégalais. Je suis désolé. C'est Souleymane Sané qui est sénégalais. Mais Leroy Sané est allemand. L'équipe nationale allemande, depuis 2014 jusqu'au moment où nous parlons, est ensuite libre. Ils sont en train de se reconstruire. Il est hors de question, à mon avis, que Sadio Mané en soit l'agneau du sacrifice. Je ne comprends pas l'attitude du Bayern de Munich vis-à-vis du comportement aussi de Leroy Sané. Parce qu'il y a eu de la provocation.
j'aurais dû comprendre qu'ils le disent que même Leroy Sané ne sera pas titularisé lors de la prochaine déplacement face à Offenheim. Mais ils ont préféré sanctionner Sadio Mané, lui priver d'un match et de lui mettre aussi une amende supplémentaire. Comme si celui qui avait provoqué, celui qui est à l'origine de cet incident-là, n'a absolument rien fait. Il n'est ni capitaine, ni entraîneur. Il doit se tenir à carreau, faire ce qu'il a à faire et laisser Sadio Mané aussi faire ce qu'il a à faire. Comme si vous regardez les images, on a comme l'impression qu'il essaie de montrer à Sadio Mané comment on joue au football. Je suis désolé, entre Sadio Mané et Leroy Sané, il n'y a pas photo. Ce n'est pas du chauvinisme. Ce qui se passe aujourd'hui est tellement regrettable, il faut le condamner, comme je l'ai dit, mais il va falloir aussi que les gens comprennent qu'on a besoin de ce Sadio Mané, il a besoin d'être soutenu, surtout les moments difficiles qu'il traverse. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, les JOJ 2026 se préparent activement, assurance du coordonnateur général qui affirme qu'un travail de terrain est en train d'être mené avec rigueur pour faire mieux ou encore, en tout cas autant que les éditions précédentes. Le coordonnateur général des JOJ 2026, Ibrahim Awad, a rencontré les différentes fédérations concernées pour une participation massive de la jeunesse. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Aline Diagne. Déjà une feuille de route pour 2022. Nous avons beaucoup travaillé sur la feuille de route qui doit nous ramener à la nouvelle échéance qui est 2026. Après le report, donc, nous avons beaucoup travaillé sur le repositionnement de Dakar sur la carte olympique mondiale. Et vraiment, je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup contribué à la cristallisation des JOJ de Dakar 2026 dans l'agenda olympique. On a pu travailler sur un plan de mobilisation et d'engagement de la jeunesse qui, comme vous l'avez vu d'ailleurs, a débouché sur cette importante première activité que le festival Dakar en Jeux. L'autre chose, c'est comment garantir une participation de qualité des sportifs. Et c'est là où le Comité national olympique a souhaité avoir cette réunion aujourd'hui pour un dialogue de vérité avec les fédérations nationales. Parce que ce n'est pas le rôle du comité d'organisation de préparer les athlètes, de faire la détection, de les entraîner. Ce n'est pas non plus le rôle du Comité national olympique. Mais c'est le Comité national olympique, c'est les fédérations nationales qui ont reçu délégation de pouvoir en relation avec le Comité olympique qui doivent garantir ce travail de... Allez, nous quittons Dakar pour Dara, sport et maladies cardiovasculaires. C'est le thème d'un méga fitness show organisé à Dara Djolof pour sensibiliser les populations sur les maladies endémiques. Une initiative de l'Association pour la promotion de la santé de Dara qui a ainsi invité les populations à faire du sport régulièrement. Mamoudou Moustapha Ndiaye et Sili Cham, reportage. Chaque année, la courbe des maladies cardiovasculaires est ascendante. Fort de ce constat, l'Association pour la promotion de la santé a organisé un méga fitness show sous le thème « Sport et les maladies cardiovasculaires ». Objectif, sensibiliser la population à pratiquer le sport pour être à l'abri des maladies endémiques. On ne peut pas rester une semaine à l'hôpital sans pour autant recevoir un patient qui fait un arrêt cardiaque, bien qui fait un syndrome coronarien, bien un patient qui fait ce qu'on appelle un AVC ischémique ou hémorragique. Et on a constaté que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est sensibiliser les gens davantage à pratiquer du sport pour leur santé. Cette activité sportive très prisée par les jeunes, au-delà de son caractère ludique et thérapeutique. Et on a constaté que la sédentarité joue un rôle fondamental sur cela. Pourquoi? Parce que les gens ne pratiquent pas du sport. C'est comme si c'est un sujet tabou. Partout on entend des arrêts cardiaques, même les joueurs même, qui pratiquent du sport, ils font ça. Donc, ceux qui ne font pas de sport, donc, ils sont plus risqués. Donc, ça veut dire que même ceux qui font l'activité physique régulièrement ne sont pas épargnés à 100%. Donc, en plus forte raison, ceux qui restent sédentaires dans les maisons. De l'avis de l'initiateur, les autorités gagneraient à les appuyer afin qu'elles soient pérennisées pour un bien-être des populations. Mais nous leur tendons la main pour leur dire que les enfants qui sont là, bien les jeunes qui sont là dans cette localité, sont des jeunes engagés, surtout les jeunes de l'association pour la promotion de la santé, engagés juste pour promouvoir la santé. Le fitness show, une activité sportive qui attire beaucoup de jeunes du département de Linguère, malgré l'insuffisance des salles de sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et notamment sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Un peu plus tard dans la soirée, notre émission Phare Ramadan, quartier général. Ne la ratez surtout pas. Excellente soirée avec les programmes de la télévision Futur Média.